Bonsoir à tous, merci d'être venus écouter ce soir deux personnes de Saint-Louis, une que vous connaissez bien, donc David Michonneau qui a fait sa thèse ici chez Philippe, enfin pour la plupart d'entre vous, et Gérard Soucier, donc, qui est professeur à l'hôpital Saint-Louis. Donc David Michonneau va parler de la greffe de cellules souches hématopoïétiques contre le leucémie, et ensuite Gérard Soucier parlera de la maladie du greffon lymphoïde qui peut avoir lieu après cette greffe. Voilà, merci à vous. Alors, bonjour à tous, moi je suis David Michonneau, je travaille dans le service d'hématologie greffe de l'hôpital Saint-Louis, pour ceux que je ne connais pas encore. Aujourd'hui je vais vous parler de la greffe de cellules souches dans les leucémies aiguës et l'utilisation de la greffe comme traitement des leucémies aiguës, pour être plus précis. Alors, je commence par un truc très général, simplement pour vous montrer l'histoire de la greffe. C'est quelque chose qui commence dans les années 50 et qui a mis à peu près 30 ans à pouvoir être développé de façon plus fréquente chez les patients. Et qu'au départ, le nombre de greffes est extrêmement limité. Et c'est lié à deux limites importantes. D'abord, on n'avait pas découvert le système HLA. Donc il a fallu quand même quelques années avant de comprendre les problèmes de compatibilité qui pouvaient se poser entre les donneurs et les receveurs. Et une fois qu'on a découvert le système HLA, dans les années 60, il a fallu découvrir les immunosuppresseurs, ça c'était à la fin des années 70, et c'est vraiment ces deux découvertes qui ont rendu possible l'utilisation de la greffe de moelle osseuse, la greffe de cellules souches hématopoïétiques chez un nombre plus important de patients en pratique clinique courante. Alors en pratique, la greffe, comment ça se passe? Simplement pour vous présenter un petit peu ce qu'on fait avec les patients. Ça commence toujours par une première phase qu'on appelle le conditionnement. Cette phase est essentiellement une combinaison de chimiothérapie et de radiothérapie, dont le but est triple. D'abord, avoir un effet antitumoral sur les cellules tumorales résiduelles du patient, avoir un effet qui dit myéloablatif, c'est-à-dire détruire la moelle osseuse du receveur, et puis un effet immunosuppresseur pour favoriser l'acceptation par le receveur du greffon qui vient du donneur. Donc, pendant très longtemps, la greffe ça a été réservée à une catégorie limitée de patients, c'est-à-dire des sujets jeunes, de moins de 40 ou 45 ans, parce que c'était associé à une toxicité très importante due au conditionnement. Et depuis une vingtaine d'années, on a pu étendre les indications de greffe à une population plus large de patients, puisque des patients qui avaient jusqu'à 70 ans, en utilisant des conditionnements qui sont dits d'intensité réduite. Alors qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a diminué l'intensité de la chimiothérapie ou de la radiothérapie de façon à supprimer l'effet antitumoral et l'effet myéloblatif, c'est un peu la conséquence de cette réduction d'intensité, et on a gardé essentiellement l'effet immunosuppresseur. Et donc ça a permis d'étendre les indications de greffe à une population plus large, parce qu'on a pu réduire la toxicité qui est associée au conditionnement, que c'est la première partie de la transplantation. Et puis la deuxième partie, c'est la greffe à proprement parler. La greffe, comment ça se passe? C'est comme une transfusion en fait. On va utiliser les cellules souches d'un donneur, on va transfuser au receveur juste après son conditionnement, avec différents types de donneurs qui sont possibles. Ce qui a été longtemps utilisé, c'était les greffes géno-identiques, ce qu'on utilise toujours de façon très importante, c'est-à-dire des donneurs qui sont 100% compatibles sur le HLA entre frères et sœurs. Donc, la probabilité d'avoir un donneur qui est compatible en votre fratrie, c'est à peu près 25%. Donc ça représente 30% des greffes qu'on réalise aujourd'hui. Et puis, pour les patients qui n'ont pas de donneur géno-identique, on va regarder sur la liste des donneurs volontaires, donc des gens qui sont inscrits sur la liste de donneurs, et on va regarder si on trouve un donneur compatible. Et là, la probabilité de trouver un donneur chute à peu près 1 sur 1 million. Alors ça, c'est statistique, c'est pas tout à fait exact, parce qu'en fait, la répartition de la fréquence des allèles HLA est pas totalement homogène dans le monde, donc la probabilité d'avoir un donneur n'est pas tout à fait la même si vous êtes européen, américain ou sud-américain. Mais globalement, on est à peu près à 1 sur 1 million, ça représente 65% des greffes qu'on fait aujourd'hui. Et puis, pour les gens qui n'ont ni donneur géno-identique ni donneur phéno-identique, on va recourir à ce qu'on appelle des greffes alternatives, c'est avec des donneurs qui sont soit des donneurs, des sangs de cordon, donc avec des degrés de compatibilité qui sont souvent moindres, on prend à partir du sang de cordon placentaire, du sang de cordon ombilical, ou des greffes dites haploidentiques qu'on utilise depuis quelques années, c'est des patients, des donneurs qui sont qu'à moitié compatibles avec le receveur. Donc ça peut être les parents, les enfants, ou des frères et sœurs qui n'ont que la moitié du HLA en commun. Et ça a été rendu possible grâce à des nouveaux protocoles d'immunosuppression qui sont apparus il y a quelques années. Alors ensuite, il y a la source du greffon. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? En fait, on ne parle pas vraiment de greffe de moelle osseuse, mais plutôt de greffe de cellules souches hématopoïétiques, parce que la moelle osseuse, c'est une des sources de greffon, et ce n'est pas la seule. Le plus fréquemment, on va utiliser des greffes de cellules souches périphériques. Ça devient quand même la source de greffon, la source de cellules souches la plus fréquente. Donc on va stimuler la moelle du patient avec un facteur de croissance granulocytaire pendant quelques jours, et puis ensuite on va recueillir les cellules souches périphériques qui se mettent en circulation dans le sang grâce à une machine de cytaphérèse. Donc c'est un don qui prend à peu près 4 heures, 3-4 heures.
Vous avez la possibilité d'utiliser un don de moelle osseuse standard, comme ça a été fait pendant des années, sous anesthésie générale, donc ça impose l'hospitalisation du patient, le prélèvement se fait au bloc, c'est ce que vous voyez sur cette image au milieu. Et puis la dernière source de greffon, c'est le sang placentaire. Ça reste alternatif, mais c'est utiliser tout simplement les cellules souches qui sont présentes dans le sang des cordons, de façon à greffer les patients. Alors quelques chiffres sur la greffe. Depuis les années 50, depuis les premières tentatives, il y a à peu près 1 million de greffes qui ont été réalisées dans le monde. Et il y en a 35 000 qui sont réalisées par an en Europe, donc 2 000 en France. Et dans le monde, vous avez à peu près 25 millions de donneurs qui sont répartis sur 60 pays. Et vous voyez qu'il y en a 200 000 en France. Donc, proportionnellement, on n'est pas tout à fait les meilleurs en termes de greffes et de nombre de donneurs inscrits. Et donc, j'en profite pour vous rappeler, vous pouvez vous inscrire sur la liste des donneurs si vous avez moins de 50 ans, il y a encore temps. Et ce sera un geste important pour tous les patients. Alors pourquoi est-ce qu'on greffe les gens? C'est surtout ça la question. Majoritairement pour des hémopathies malignes. C'est à peu près 85% des indications greffes. Des patients qui ont des pathologies tumorales développées à partir du système hématopoïétique. Donc des leucémies, des lymphomes, des myélomes. Ça c'est la majorité des greffes, des indications de greffe. Et puis pour une plus petite proportion, c'est les hémopathies dites bénignes. Alors aujourd'hui, je vais surtout vous parler de la greffe dans les leucémies aiguës, tout simplement parce que ça représente la première indication de greffe chez les adultes. Vous voyez que si on regroupe les leucémies aiguës myéloblastiques et lymphoblastiques, on est à un peu plus de 50% des indications de greffe. Puis si en plus on prend les leucémies chroniques, on étend encore un petit peu le pourcentage de patients greffés. Alors ça, c'est un schéma que vous connaissez tous, qui n'est pas forcément tout à fait exact parce qu'il change régulièrement, mais c'est l'hématopoïèse. Et l'hématopoïèse, c'est une cellule souche hématopoïétique totipotente qui va donner plusieurs lignées. La lignée lymphoïde, la lignée myéloïde, c'est des choses que vous connaissez très bien. La lignée lymphoïde donnant les lymphocytes, et que la lignée myéloïde, les différentes populations myéloïdes, donc les granuleux, les érythrocytes, les plaquettes. Une leucémie aiguë, c'est quoi? C'est une pathologie tumorale qui va se développer à partir des cellules souches immatures qui sont engagées dans une des lignées. Donc, en gros, un précurseur de la lignée lymphoïde ou myéloïde qui va accumuler des mutations, devenir tumorale, bloquer sa différenciation, c'est ce qu'on va appeler un blast, et commencer à s'accumuler dans la moelle osseuse et envahir la moelle osseuse. Donc, les patients vont avoir un blocage du fonctionnement de leur moelle normale, ils vont devenir pancytopéniques et vont avoir un envahissement tumoral dans le sang et puis dans différents organes. Alors la fréquence des leucémies, l'épidémiologie des leucémies, c'est à peu près ça. Vous voyez qu'en fait il y a deux pics d'incidence, un premier pic chez les enfants avec une pic de fréquence vraiment aux alentours de 10-12 ans, et puis une deuxième réascension de l'incidence des leucémies à partir de 20-30 ans chez les adultes, et ça ne va pas cesser d'augmenter jusqu'aux personnes âgées, la médiane ensuite chez les adultes est aux alentours de 60 ans. Et vous voyez que la répartition des leucémies n'est pas tout à fait homogène. Schématiquement, chez les patients jeunes, chez les enfants, c'est 80% de leucémies aiguës lymphoblastiques et 20% de leucémies aiguës myéloblastiques. Et chez l'adulte, c'est exactement l'inverse. C'est à peu près 80% de leucémies aiguës myéloblastiques, 20% de leucémies aiguës lymphoblastiques. Donc, je vais vous parler très rapidement des leucémies aiguës myéloblastiques, tout simplement parce que c'est la première indication. On va essentiellement greffer des adultes, en tout cas c'est ce que nous on fait dans le service. Et puis, c'est essentiellement des leucémies aiguës myéloblastiques. Alors pour comprendre un peu leur prise en charge, il faut savoir que les leucémies aiguës, pendant très longtemps, on s'est basé sur une classification qui s'appelle la classification FAB, qui était basée sur la morphologie des cellules. Donc les gens faisaient avec les moyens du bord, faisaient des frottines moelles, on regardait la morphologie des plaques, des cellules tumorales, et puis on voyait qu'on était capable de reconnaître ce qu'on voit normalement dans la différenciation normale. On pouvait caractériser des leucémies aiguës myéloblastiques indifférenciées avec maturation, des promyélocytaires, des myélomonocytaires, etc. On pouvait retracer comme ça toute la myélopoïèse. Et puis on pouvait éventuellement s'aider de la cytométrie pour essayer de mieux caractériser le phénotype de surface des cellules et préciser le diagnostic, parce que c'était difficile uniquement à l'œil. Mais la microscopie, ce n'était pas un très bon examen, parce que finalement, toutes ces leucémies aiguës qui étaient catégorisées en 8 catégories, ça ne permettait pas de très bien affiner le pronostic des patients. Alors en médecine, on doit faire des classifications pour plein de trucs, mais ce qu'on aime vraiment, c'est quand ça peut donner une valeur pronostique ou une valeur ajoutée et pas uniquement classée pour classer. Et finalement, la classification FAB, ce n'était pas la meilleure, parce qu'en dehors de la leucémie aiguë promyélocitaire, dont on savait qu'elle avait un bon pronostic, on n'avait aucun moyen de vraiment prédire les leucémies qui allaient rechuter, qui allaient répondre au traitement, ceux qui n'allaient pas répondre, etc. Donc la vraie avancée pour la prise en charge des leucémies aiguës myéloblastiques, ça a été l'apport de la cytogénétique. Et là, on a commencé à voir que les patients avaient des anomalies cytogénétiques récurrentes dans leurs cellules tumorales, et ces anomalies cytogénétiques permettaient de classer les leucémies de façon beaucoup plus intéressante, puisque ça permettait de donner leur pronostic. Et globalement, on était capable de les classer en 3 groupes, les leucémies favorables, intermédiaires et défavorables. Et vous voyez que ça correspondait assez bien à la probabilité d'obtenir une rémission complète avec la chimiothérapie et à la survie à 5 ans. Donc la probabilité, en quelque sorte, de guérir de la leucémie.
Et puis ces dernières années, ça a été vraiment l'explosion de la biologie moléculaire, avec la classification des leucémies, elle s'est encore complexifiée. On a pu identifier un certain nombre de mutations génétiques qui sont présentes dans les cellules tumorales et les mettre en corrélation avec les différentes anomalies cytogénétiques. Donc la classification s'est vraiment complexifiée, mais surtout on a une meilleure visibilité de la physiopathologie des leucémies aiguës, de la façon dont on pouvait les classer en fonction de leur pronostic. Ce qui fait que schématiquement, aujourd'hui, on est arrivé à ce type de classification qui tient compte à la fois de la cytogénétique et de la biologie moléculaire. Et on peut identifier des groupes favorables qui vont bénéficier essentiellement de la chimiothérapie standard dans leur traitement, et des groupes intermédiaires ou défavorables qu'on va traiter avec une greffe de moelle. Alors pourquoi on les traite avec une greffe de moelle? Tout simplement parce qu'il y a eu plusieurs études qui, en reprenant les différentes catégories, et surtout en comparant les patients qui avaient un donneur qui avait été greffé avec les patients qui n'avaient pas de donneur, qui donc avaient reçu uniquement de la chimiothérapie, on s'est rendu compte que les patients qui étaient dans le groupe dit favorable n'avaient pas de bénéfice à être greffés par rapport à la chimiothérapie seule. En d'autres termes, la toxicité de la greffe était peut-être balancée par le risque de rechute associé à la leucémie. Alors que les patients des groupes intermédiaires ou défavorables, quand ils avaient un donneur, donc quand ils étaient greffés, avaient un vrai bénéfice de survie. Donc là encore, on propose un traitement aux patients qui leur apporte un bénéfice par rapport au risque théorique de rechute. Et ça, c'est une notion qui n'est pas forcément évidente à comprendre pour les patients. Lorsqu'on les voit en consultation la première fois, lorsqu'on leur explique la greffe, on leur dit, voilà, vous êtes en rémission complète, donc les gens se sentent en général en bonne santé, ils vous disent, bah, je suis plus malade, j'ai plus de blast dans ma moelle, si on fait un myogramme, il n'y a rien. Pourquoi vous voulez proposer un traitement? Justement parce que la probabilité de rechute est élevée, et on arrive en leur proposant un traitement qui est toxique. On va leur dire que c'est un traitement qui est potentiellement mortel, qui est potentiellement associé à des complications graves, avec des handicaps qui peuvent être très sévères, avec des complications dont on va parler dans le topo suivant. Et il faut faire comprendre et faire admettre aux gens qu'on leur propose un traitement qui est toxique, et potentiellement mortel, du fait d'une probabilité élevée de rechute de leur maladie. Donc c'est vraiment quelque chose de purement statistique, dont on pense que si on leur propose ce traitement, c'est qu'on leur apporte un bénéfice. Alors ça, c'est un graphe qui est vraiment fondamental lorsqu'on parle de greffe de moelle. C'est une publication de 90 qui a vraiment démontré l'effet de la greffe dans les hémopathies malignes, dans les leucémies. Alors qu'est-ce qu'il faut voir en fait sur ce graphique? C'est la probabilité de rechute chez les gens qui avaient reçu une greffe syngénique ou une greffe dont on avait enlevé les cellules T. Et on voit que cette probabilité de rechute elle est relativement élevée par rapport à des patients qui avaient reçu des greffons complets avec des cellules T, qui avaient la GVH ou qui n'en avaient pas. Vous voyez que cet effet-là, cette diminution du pourcentage de rechute chez les patients greffés, c'est ça l'effet GVL, l'effet du greffon contre la leucémie. C'est ce qui est apporté en plus par rapport à la greffe, par rapport à l'effet antitumoral du conditionnement. Donc c'est vraiment l'effet immunologique de la greffe sur la maladie tumorale. Alors le principe de la greffe, c'est ça. Vous avez un greffon qui contient des cellules souches hématopoïétiques qui vont participer à la reconstitution hématologique et immunitaire du patient après le conditionnement. Et ce greffon contient également des cellules immunitaires matures, des cellules T essentiellement, qui sont capables de médier un effet du greffon contre la leucémie, un effet antitumoral, via la reconnaissance des incompatibilités antigéniques mineures ou majeures entre le donneur et le receveur. Et vous verrez dans le topo suivant, malheureusement, lorsque ces cellules T reconnaissent les mêmes antigènes à la surface des tissus sains, c'est là que les patients vont développer des complications sévères, notamment la réaction du greffon contre l'autre. Alors ça, c'est les résultats de la greffe. Vous voyez qu'on n'est pas non plus un traitement incroyable. La survie globale des patients, quelle que soit l'indication de greffe, quel que soit le type de greffe, c'est à peu près 50%. Vous voyez que les progrès qu'on a fait sur les différentes décennies ne sont pas non plus formidables, puisque sur la période 93-97 et la période 2003-2007, le gain de survie n'a pas été énorme. Et quand on regarde de quoi meurent les patients qui ont été greffés, quelles sont les complications de la greffe, vous voyez que la première des complications, la première cause de mortalité, c'est la rechute de la maladie tumorale. Et la deuxième, c'est la toxicité de la greffe, c'est la GVH et les infections. Alors pourquoi est-ce qu'on rechute? Je terminerai là-dessus. Pour plusieurs raisons, théoriquement plusieurs raisons. D'abord, cet effet GVL il peut être limité par le fait que les cellules tumorales vont acquérir des mutations et vont devenir résistantes vis-à-vis de la réponse T allogénique. Ça, c'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme qui a été démontré notamment dans des modèles murins, c'est la régulation de la réponse T allogénique par différentes sous-populations qui sont présentes dans le greffon, qui sont présentes chez le receveur, comme les Treg, les NKT, les cellules myéloïdes suppressives. Et puis plus récemment, ce qui a été montré, ça a été l'objet du travail que j'avais fait quand j'étais chez Philippe, c'est une perte, un épuisement de la réponse T allogénique contre les cellules tumorales, du fait de la stimulation antigénique chronique des cellules T par l'antigène. Les cellules acquièrent des récepteurs inhibiteurs comme PD1, comme TIM3, comme LAG3, et la réponse va s'épuiser dans le temps avec une perte de l'effet antitumoral lié à la greffe. Alors comment on peut agir vis-à-vis de ces problèmes de rechute? Ça c'est vraiment l'enjeu des années à venir, et puis c'est l'enjeu actuel.
Alors, il y a plusieurs façons de faire. On fait déjà depuis longtemps des injections de lymphocytes du donneur, c'est-à-dire qu'on va arriver chez le patient qui est en train de rechuter avec des lymphocytes qu'on prélève chez le donneur, qu'on va réinjecter après la greffe de façon à essayer de booster l'effet antitumoral, la GVL. Donc ça démontre, du fait de son efficacité, que le seul mécanisme de résistance n'est pas l'acquisition de résistance par les cellules tumorales, parce que quand on fait ça, on est à nouveau capable de restaurer une réponse T efficace et d'obtenir une rémission, voire une guérison dans un certain nombre de cas. Depuis quelques années également, ce qui s'est énormément développé, qui découle de ce que je vous montrais tout à l'heure, de la connaissance des mutations qui sont acquises par les leucémies aiguës néoplastiques, c'est le développement des thérapies ciblées. On a maintenant de plus en plus de thérapies ciblées dont on doit déterminer exactement la place dans la prise en charge des patients. Est-ce qu'il faut les utiliser avant la greffe, après la greffe, de façon préventive ou quand les patients rechutent? Ça, c'est encore des questions qui sont en suspens, mais c'est quelque chose qui est en train de se développer énormément. Et puis, une des voies d'avenir et un vrai espoir, c'est potentiellement le blocage des voies inhibitrices comme PD1 ou comme CTLA4, comme différents récepteurs inhibiteurs. Et pour terminer, je vais juste vous montrer ce qui a été publié cette année dans le New England Journal of Medicine. Alors c'est peut-être un petit peu petit, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est le cas de patients qui ont été greffés, qui ont rechuté après la greffe. Alors ici c'est un lymphome de Hodgkin, ce que vous voyez ici c'est un PET scan. Vous avez les cellules tumorales qui apparaissent en noir, les cellules vont fixer le sucre couplé à un marqueur radioactif. Vous voyez que ce patient a rechuté, il a plein de ganglions qui sont positifs, il a probablement le foie qui est infiltré, également les os. Et ici vous voyez les cellules tumorales sur une biopsie ganglionnaire. Et à ce patient, on a proposé un traitement qui s'appelle ipilimumab, un piquant anti-CTLA4, après sa greffe. Vous voyez que quelques mois après, il a complètement nettoyé son PET scan, les cellules tumorales ont complètement disparu et sur la biopsie, on ne détecte plus rien. Donc c'est vraiment la démonstration que le blocage de ces récepteurs inhibiteurs permet théoriquement de restaurer l'effet antitumoral lié à la greffe, et c'est donc un vrai espoir d'avenir pour les patients. Et donc en conclusion, le greffe, c'est un traitement qui est curateur des hémopathies bénignes, ça j'en ai pas parlé, mais surtout des hémopathies malignes, qui est lié à un effet immunologique principalement, c'est-à-dire l'effet des cellules T du donneur contre les cellules tumorales du receveur, et qui est associé à deux complications majeures, la GVH, dont on va parler maintenant, et la rechute, dont je vous ai brièvement parlé. Et donc l'avenir, pour nous, est vraiment un enjeu majeur, c'est développer les nouveaux traitements et comprendre comment gérer les rechutes chez les patients, soit de façon préventive, soit de façon curative, lorsqu'elles sont là, soit avec des nouvelles immunothérapies, soit avec des thérapies ciblées antitumorales, soit en combinant les deux, on peut imaginer différentes choses, on est en train d'évaluer ces différentes thérapies, et puis vous avez peut-être entendu parler également des CAR T-cells, c'est des cellules T qui sont équipées d'un récepteur capable de cibler un antigène exprimé par la tumeur. Ça aussi, c'est quelque chose qui est en train de se développer et qui reste à évaluer. Je vous remercie. Jusqu'à 50 ans, parce qu'après la moelle n'est plus d'assez bonne qualité, ou c'est quoi la raison? Alors, en fait, quand on s'inscrit, on peut s'inscrire jusqu'à 50 ans, et vous restez inscrit encore 10 ans derrière. Donc on n'arrête pas de prélever à 50 ans, mais les inscriptions sont limitées à l'âge de 50 ans. Il y a différents problèmes. Après, il y a surtout un risque de comorbidité importante. Au-delà de 50 ans, on sait qu'il y a un certain nombre de patients qui vont avoir des contre-indications, soit au prélèvement sous anesthésie générale, soit au prélèvement avec la stimulation de la moelle par des facteurs granulocytaires. Mais il y a aussi une hématopoïèse qui devient moins efficace, et c'est vrai qu'on sait qu'utiliser un donneur plus âgé, c'est souvent associé à plus de complications et une moins bonne reconstitution immunologique et hématopoïétique après la greffe. Merci David. J'avais juste une question. Quand vous réinjectez les lymphocytes pour restimuler le système immunitaire du donneur versus la tumeur, est-ce que vous avez essayé, est-ce qu'il y a dans la littérature des stratégies où on essaie d'activer in vitro ces lymphocytes par des lisanes de tumeurs que vous avez gardées auparavant et puis vous les injectez? Alors il y a eu différentes choses. Il y a des gens qui ont essayé de faire des thés qui étaient stimulés ex vivo pour essayer de sélectionner certaines sous-populations. Il y a eu différentes tentatives. En général, on injecte le bulk, la totalité des lymphocytes du donneur. Mais ce n'est pas passé en pratique courante, mais il y a eu des essais, effectivement. Mais c'est difficile, si vous voulez, à passer dans la pratique clinique fréquente. Parce que c'est toujours des techniques de laboratoire un peu compliquées et qui n'ont pas donné forcément des résultats vraiment meilleurs que l'injection de la totalité des lymphocytes. Et quelle est la place de l'autogreffe Alors, le problème, c'est une vraie question, mais c'est une question qu'on
c'est une vraie question, parce que ça a longtemps été justement la problématique, est-ce qu'il faut autogreffer ou allogreffer? Ça dépend de la pathologie, pour faire ça. Dans les leucémies aiguës, c'est une pathologie qui est issue de la moelle osseuse. Le problème, c'est que si vous prenez une moelle osseuse d'un patient, même en rémission complète, pour l'autogreffer, puisque le concept et l'idée sous-jacente, c'est de dire qu'il y a une maladie résiduelle qui persiste et qu'il y a encore des cellules tumorales, on ne peut pas s'attendre à avoir un très bon effet. Le principe de l'autogreffe, hein, pour faire simple, c'est simplement faire une intensification thérapeutique. Donc il n'y a pas d'effet allogénique, on fait une chimiothérapie très forte qui est associée à beaucoup de toxicité hématologique, dans le but de détruire la maladie résiduelle. Et on sait que ces patients-là, ils ne peuvent pas sortir d'aplasie rapidement. Donc avant de le faire, on met de la moelle de côté, la moelle du patient, et on la réinjecte après la chimiothérapie. Le problème, c'est que si on lui réinjecte aussi ses propres cellules tumorales, ça marche pas. Donc c'est beaucoup utilisé dans les pathologies qui n'envahissent pas forcément la moelle osseuse, notamment les lymphomes, où là, l'autogreffe a une vraie place. C'est utilisé également dans le myélome, avec des résultats qui ne sont pas mirobolants. Et par contre, dans les leucémies aiguës, l'autogreffe, c'est vraiment marginal, puisque dans la majorité des cas, on ne peut pas tout simplement. Et ce qu'on recherche, c'est vraiment d'avoir un effet allogénique, c'est l'effet immunologique. Et ça revient à la courbe qu'on voyait tout à l'heure des greffes syngéniques ou des greffes TDPT. Faire une autogreffe, ça reviendra un peu à la même chose. On n'a pas cet effet allogénique, et du coup, on a un taux de rechute qui est relativement élevé. Merci David, donc on a eu l'occasion d'en discuter, mais quelle est la place pour les checkpoint inhibiteurs, sachant qu'il y a aussi un risque d'augmenter l'effet GVH. Il y a assez peu de données pour l'instant sur les checkpoint inhibiteurs en post-allogreffe. C'est vrai que le risque évident, c'est de réactiver la réponse allogénique et donc d'aggraver la toxicité liée à la greffe et d'aggraver la GVH. Il y a eu quelques essais, notamment dans les lymphomes, dans le lymphome de Hodgkin, c'est ce que je vous montrerai à la fin, tout simplement parce que c'est des patients qui étaient aussi traités avec des anti-PD1 avant, donc les gens ont un peu moins de scrupules à leur remettre après la greffe. En pratique, c'est associé à une toxicité, hein, il ne faut pas se leurrer. Il y a un certain nombre de complications associées à l'utilisation des anti-PD1 en post-greffe. Mais finalement, la question, c'est toujours le bénéfice qu'on peut attendre du traitement. Et chez ces patients, on n'a pas grand-chose à proposer. On sait que la chimiothérapie, ça ne marche pas ou c'est trop toxique. Et finalement, les traitements qu'on utilise sont déjà des traitements qui sont associés à des GVH. Le fait de réinjecter des lymphocytes du donneur, ça peut induire une GVH. Le fait de baisser les immunosuppresseurs également. Donc les anti-PD1, c'est aussi un traitement qui va être associé à une toxicité immunologique, hein, puisqu'on va altérer la capacité du système immunitaire à répondre. Mais c'est toujours une balance bénéfice-risque avec ce qu'on peut attendre du traitement. Et je pense qu'aujourd'hui, ça vaut le coup de tester ces traitements, puisqu'en tout cas, sur les patients qui ont été publiés dans les lymphomes de Hodgkin, on a quand même des très bonnes réponses avec des toxicités qui ont pu être gérées en post-greffe et qui n'ont pas forcément été responsables du décès du patient. Donc je pense qu'il y a vraiment une place, mais ça reste à évaluer. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Je suis impressionné par le peu d'augmentation d'efficacité finalement de l'allogreffe en 20 ans, avec quasi 50% de rechute et puis une mortalité quand même très élevée liée aux infections. Si on regarde de façon séquentielle, les causes de décès restent les mêmes sur ces 20 dernières années, parce que c'est vrai qu'on conçoit que la fusion de lymphocytes augmente le risque de GVH qui représentait à peu près 15%. Des choses comme ça, donc séquentiellement, ça reste absolument les mêmes causes? Alors ça reste pas tout à fait les mêmes causes, parce que le petit bénéfice qu'on a gagné sur les dernières années, je pense qu'on peut vraiment dire que c'est la prise en charge des complications infectieuses essentiellement. En fait, le drame de la greffe, on pourrait dire, c'est que ça fait des années qu'on utilise les mêmes traitements immunosuppresseurs et qu'on n'a pas vraiment de nouveautés qui arrivent, ou alors il y a eu des tests, mais ça n'a pas donné forcément quelque chose. Le traitement de la GVH, ça reste les corticoïdes. La prophylaxie de la GVH, c'est les mêmes inhibiteurs de calcinurine qu'il y a 20 ans, associés à autre chose, hein. Mais on n'a pas eu une grande évolution dans la prise en charge, dans le traitement immunosuppresseur, dans la prévention des complications immunologiques liées à la greffe. Par contre, là où on a été meilleur, c'est vraiment sur les anti-infectieux, et le petit bénéfice, clairement, c'est ça, hein. C'est qu'on sait mieux gérer les complications liées à la greffe, notamment les complications infectieuses, les complications métaboliques, et également la réanimation a beaucoup progressé, et sur la prise en charge des complications immunologiques, là, il y a encore beaucoup de progrès à faire et il y a pas mal d'essais cliniques qui sont en train d'être mis en place, qui visent à évaluer des nouveaux traitements, mais c'est relativement récent. Depuis des années, le traitement de la GVH, préventif ou curatif, finalement, il n'a pas tant changé que ça. Merci pour le topo. J'ai une question pour l'efficacité du traitement avec les inhibiteurs du checkpoint. C'est connu pour les tumeurs solides que le niveau de mutation qui sont présents dans une tumeur joue un rôle important aussi sur capacité ou pas d'utiliser ces différents médicaments. Est-ce qu'il y a une différence dans le leucémie aussi,
niveaux de mutation qui sont présents. Et est-ce qu'il y a aussi une corrélation entre l'efficacité de l'injection de cellules de donneurs avec ces niveaux de mutation? Alors, en fait, il y a plusieurs questions là. Pour ce qui est de l'efficacité des anti-PD1 dans les leucémies, en fait, on n'a pas beaucoup de données parce que ça n'a pas été utilisé de façon. C'est utilisé au cas par cas. Il y a très peu de données dans la littérature. On a surtout des données qui sont issues de ce qu'on connaît du lymphome de Hodgkin ou de lymphome, on va dire en général. Mais sur les leucémies aiguës, on a encore peu de recul sur la corrélation entre les mutations qui sont accumulées par les cellules tumorales et l'efficacité des anti-PD1. Après, ce qu'on sait, c'est que les mutations accumulées par les leucémies aiguës ont un vrai impact pronostique et un vrai impact sur la capacité à répondre au traitement. Donc ça, oui, on sait que certaines associations de mutations sont de plus mauvais pronostics parce qu'elles confèrent un certain type de résistance à la cellule leucémique. En fait, on a aussi une corrélation avec la physiopathologie, avec toutes ces mutations. On sait que les mutations sont associées à un excès de prolifération, de résistance à la lactose, d'autres qui sont plutôt des mutations impliquées dans le blocage de maturation. Et il y a une corrélation vraie entre le mécanisme physiopathologique sous-jacent lié à la mutation et les conséquences que ça a en termes de résistance de la cellule à la chimiothérapie. On sait que par exemple, ce qui va bloquer la différenciation a un meilleur pronostic que ce qui va induire un excès de prolifération ou un excès d'apoptose. Voilà. Mais sur les anti-PD1, on a encore très peu de recul. Juste une question, où est-ce que tu vois la place des CAR T-cells dans tout ça? Parce que là, on les histoires magnifiques et tu n'en as pas parlé parce que je pense que c'est... La place des CAR T-cells, alors, après la greffe, elle est encore plus anecdotique que la place des CAR T-cells en hématologie. Ça reste encore quelque chose qui est à évaluer complètement. Et surtout, on se rend compte avec l'utilisation avec les premiers essais sur les CAR T-cells que c'est associé à un certain nombre de toxicités auxquelles on ne s'attendait pas forcément, notamment neurologiques. Donc la place des CAR T-cells reste à définir de façon générale. Donc, après la greffe, c'est vraiment de la perspective future, mais pour l'instant, on ne sait pas. Parce qu'on est vraiment en train d'évaluer encore les CAR T-cells, on se rend compte que ce n'est pas aussi beau que sur le papier, qu'il y a beaucoup de complications auxquelles on ne s'attendait pas vraiment. Donc, je calme. Merci, on va passer à la deuxième présentation.